La deuxième partie du Ramsès s'organise cette année comme les autres années autour de 3 thèmes centraux, qui sont à la fois des thèmes qui nous sont suggérés par l'actualité, bien sûr, et qui nous permettent de dessiner l'avenir des relations internationales telles que l'IFRI les voit. Alors le premier de ces thèmes, c'est sous forme de question qui gouverne le monde? La réponse est assez simple, c'est personne, et les organismes multilatéraux encore moins que d'habitude. On connaît cette crise du multilatéralisme représentée par l'ONU, l'Organisation mondiale du commerce, la Cour pénale internationale, etc., qui tous sont contestés par les puissances émergentes ou puissances déjà installées. Parallèlement, il ne reste que les forums de concertation, les forums d'accord entre les pays, en réalité n'ont jamais été aussi nombreux, les bilatéralismes, les minilatéralismes, les multilatéralismes partiels en matière commerciale, en matière de santé, etc. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que nous sommes en face d'une anarchie proliférante et ingouvernable, ou est-ce qu'on peut essayer de discerner une logique d'organisation de cette floraison de multilatéralisme? Question subsidiaire, est-ce que tout cela s'accommode d'une déperdition de la force du droit? On en est parfaitement conscient, la norme, le respect de la norme qui n'a jamais été universel bien entendu, mais qui était quand même plus respecté depuis les années 90, ou qu'on affectait de respecter plus depuis les années 90, cette importance de la norme étant en décroissance importante. Est-ce que ça signifie que le droit pèsera moins dans les décennies à venir? Et puis la deuxième question, c'est est-ce que cette anarchie apparente nous permettra de résoudre et d'avancer vers la résolution des problèmes transversaux qui sont bien connus et qui nous guettent, à savoir les problèmes de climat, les problèmes de santé, les problèmes de maîtrise des armements. C'est donc la question de la balance entre cette anarchie, cette apparente ingouvernabilité et la tension vers une gouvernance dont on sait qu'elle ne sera pas mondiale mais qu'on espère efficace, qui est au cœur de cette interrogation. Deuxième question, dans ce monde difficile à appréhender, où se situe l'Europe? Une Europe largement muette sur les grands enjeux diplomatiques d'aujourd'hui, une Europe qui semble assise et regarder passer les missiles, regarder se dérouler les crises. C'est une Europe qui est pourtant au centre d'une géopolitique compliquée, au centre de crises qui se développent sur toutes les dimensions géographiques et donc géopolitiques que nous essayons de décrire dans une sorte de cartographie stratégique de l'Europe dans cette partie. À l'Est, bien entendu, la Russie, qui désormais considère l'Europe, les Européens, et en particulier l'Union européenne, comme un obstacle sur l'affirmation de sa puissance et la restauration de ses relations normales, entre guillemets, avec les États-Unis. Au sud, au sud-est, on a le Caucase, où les grandes puissances manœuvrent, à l'exception apparemment de l'Europe. On a aussi la mer Noire, dont on apprend bien entendu qu'elle est un espace stratégique absolument déterminant, à la fois pour la Russie, pour la Turquie et pour les membres de l'Union européenne qui sont ces pays riverains, et mer Noire dans laquelle l'Union européenne semble avoir bien du mal à définir une stratégie également, une stratégie collective, une stratégie efficace. Au nord, en Baltique, bien entendu, la Russie a perdu beaucoup de points avec l'élargissement de l'OTAN, mais elle reste demanderesse de stratégies importantes. Et puis plus loin, il y a le Grand Nord, dans lequel elle entend être et rester un acteur extrêmement important. Au sud, la Méditerranée, c'est un espace au profit duquel l'Union européenne a développé depuis le milieu des années 90 de nombreuses stratégies. Ces stratégies ont échoué, du processus de Barcelone jusqu'à l'Union pour la Méditerranée. Pourtant, nous savons que l'idée de considérer cette Méditerranée comme un espace stratégique unique et dans lequel nous avons des intérêts importants et dans lequel nous devrions nouer des liens particuliers avec la rive sud, c'est une idée qui doit rester, qui doit perdurer, bien entendu. Et puis, bien entendu, il y a la dimension ouest avec
les rapports avec les États-Unis dans le cadre de la relation transatlantique et particulièrement de l'Alliance Atlantique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le dernier sommet de l'OTAN n'a pas résolu les choses. L'amabilité européenne en face de la position rogue des États-Unis n'a rien dit sur, ou pratiquement rien dit sur l'avenir de l'Alliance. Tout reste à construire ou à déconstruire du point de vue des Américains, et le tout dans une menace globale qui inclut bien entendu les relations économiques entre l'Union européenne et les États-Unis. Une Europe qui doit se redéfinir sur l'ensemble de ses dimensions stratégiques. Tout se passe comme si elle était environnée de bruit et de fureur qui échouaient à la réveiller. Troisième thème, l'Afrique, qui fait partie aussi de l'environnement européen au premier chef et dont les Européens doivent se soucier au premier chef. Bien entendu, la première évidence de l'Afrique, c'est sa diversité. Diversité économique, puisque l'Afrique juxtapose des zones de non-développement et des zones économiquement dynamiques. Diversité démographique, tant en termes de stock, si je puis dire, c'est-à-dire de progression de la population, qu'en termes de flux, c'est-à-dire de déplacement de la population. Les migrations sont extrêmement différentes en Afrique selon les aires considérées. Et l'information, bien entendu, qu'il faut redire et répéter, c'est que les grandes migrations africaines sont des migrations intérieures au continent africain. C'est un continent qui est très différent aussi en ce qui concerne les intervenants extérieurs. On pense à la Chine, on pense à l'Inde, on pense aux pays du Golfe, on pense à la Russie, on pense éventuellement à la France puisque nous sommes français. Ces présences sont extrêmement diversifiées selon les espaces africains. On pense aussi à la diversité des positions africaines par rapport aux crises qui, hélas, secouent le continent, le Sahel, la guerre en République démocratique du Congo ou le drame soudanais. Cette diversité des situations africaines, de même que l'avènement de générations qui pensent sans doute l'avenir de l'Afrique de manière différente, nous oblige, nous autres Européens, à définir de nouvelles stratégies dont on peut légitimement espérer qu'elles ne se contentent pas de se calquer sur les déceptions des précédents intervenants et en particulier les reculs récents de la France.